Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 pour cette dernière session d'information. Il est 23 h, voici les titres de ce journal. Le projet de loi instituant un code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain a été adopté lundi dernier, une adoption à l'unanimité des 14 membres de la commission recherche de la science, de la technologie et de l'environnement du Sénat. Le nouveau code permettra de réduire considérablement le volume des litiges fonciers. Pascal Afi Nguessan a été désigné pour porter l'étendard du Front populaire ivoirien pour la présidentielle d'octobre prochain. De son côté, Daniel Boni-Claverie, réélu présidente de l'Union républicaine pour la démocratie URD, se lance aussi dans la course pour le palais présidentiel. Je suis de retour et déterminé à apporter ma pierre à l'édifice, au renouveau et au développement du football ivoirien. Des propos de Didier Drogba. L'ancien footballeur a déposé officiellement samedi sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Voilà pour les titres. Et pour démarrer ce journal, on met le cap sur Yamoussoukro. Dans la capitale politique ivoirienne, le Sénat a voté à l'unanimité le projet de loi instituant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Il vise à mettre fin aux litiges fonciers et à vulgariser de meilleures règles d'urbanisme. L'éclairage de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Le projet de loi présenté par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a eu le quitus des sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Le nouveau code va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer la législation existante en la matière et de mettre fin aux nombreux conflits fonciers constatés depuis belle lurette. Le cadre juridique ainsi proposé permettra indubitablement, par sa précision et sa cohérence, de réduire considérablement le volume des litiges fonciers, d'améliorer les rapports entre les différents intervenants dans le secteur du foncier urbain, de doter les procédures domaniales et foncières de mécanismes adéquats, et ce, dans le souci constant de la conciliation de l'intérêt des usagers du service public et des prérogatives de puissance publique de l'État, de protéger la propriété foncière en zone urbaine, de sécuriser les transactions portant sur des terrains urbains, d'améliorer la qualité des règles d'urbanisme, de préciser les prérogatives et les compétences de chaque acteur de la chaîne foncière urbaine, de vulgariser les règles d'urbanisme, d'assurer le respect des règles d'urbanisme, de mettre fin à terme à la prolifération des quartiers précaires. Bruno Nabagné-Koné a relevé devant les sénateurs que la délivrance des arrêtés de construction définitifs ont connu un boom en Côte d'Ivoire. Elles sont passées de 2500 l'année dernière. Abidjan, la capitale, enregistre plus de 9000 ACD cette année. Pour l'ensemble du pays, le nombre est passé à 16 000. Des efforts que le nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain contribuera à améliorer davantage. Bruno Nabagné-Koné, dans l'après-midi, a fait ratifier par les sénateurs l'ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. Retour à Abidjan, ce samedi 1er août marque le démarrage de la 5e édition de la Semaine nationale de la propriété et la 42e édition de l'opération Grand Ménage. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité était ce matin sur le terrain. Anne Désiré Ouleto a sensibilisé les différentes couches sociales et professionnelles sur les règles élémentaires de propriété et d'hygiène en vue d'un cadre de vie sain. On en parle avec Grace Kondo. 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays célèbre l'événement le 7 août prochain. Pour la circonstance, la capitale économique fait peau neuve. L'initiative du district autonome d'Abidjan est soutenue par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la Semaine nationale de la propriété. Elle coïncide avec la 42e édition de l'opération Grand Ménage. C'est une activité hautement citoyenne qui, chaque année, vient interpeller les consciences, vient interpeller les populations pour dire que sans propreté, nous n'aurons pas la santé. Ces activités, nous devons les exprimer à travers de petits gestes simples
balayer nos lieux de travail, balayer nos lieux d'habitation, nos espaces de vie communs. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter toutes les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations de jeunes, de femmes, qui depuis plusieurs années ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement et accomplissent avec le ministère donc ces gestes simples-là pour interpeller les consciences. Organisation d'activités citoyennes et communautaires, sensibilisation sur l'importance de l'amélioration de la qualité de vie et éco-gestes, des messages que la ministre Anne-Désirée Ouloto est allée porter aux populations des communes de Cocody et de Trècheville. Au niveau du quartier, nous avons mis une organisation en place. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, il y a des dames qui balaient le quartier pour le rendre propre. L'information a été déjà donnée pour que tous les jours, chacun balaie devant sa porte. Et nous avons des sacs poubelles, on les met dans les sacs poubelles. Et quand le camion passe, le camion prend les ordures. Désormais, ici, là, il n'y aura pas la saleté encore. Bon, on va surveiller 24 heures sur 24. On va surveiller. Et puis on va encourager les gens pour nous aider aussi pour nettoyer. Des initiatives qui trouvent déjà un écho favorable dans la commune de Koumassi. Koumassi est un très bon exemple en matière d'implication des populations, mais également de volonté politique. Le premier responsable de la commune de Koumassi s'est engagé, depuis qu'il a été élu par ses concitoyens, à faire de la propreté et de l'assainissement une priorité. Et aujourd'hui, Koumassi fait plaisir. Koumassi est devenue aujourd'hui la prunelle du district d'Abidjan. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, la propriété, c'est l'affaire de tous. Les matières premières agricoles seront bientôt cotées en bourse. Le ministre de l'Agriculture était l'invité de la BRVM, la bourse régionale de valeurs mobilières. Komena Kwasi Adjoumani est allé s'assurer de la mise en œuvre du projet qui devrait donner un véritable coup d'accélérateur à la commercialisation de nos matières premières. Le compte-rendu de Jean-Louis Bangbo. Bientôt une bourse des matières premières agricoles à Abidjan, la première dans l'espace UEMOA. Les travaux en vue de la mise en place effective de cet outil ont connu une avancée notable. Nous avons procédé à la définition de l'architecture du marché, à la conception de son cadre légal, réglementaire et institutionnel, à l'élaboration du business plan de toutes les entités du marché. En prélude à la création de cette bourse et pour lui assurer un socle, le gouvernement a mis en place le système de récépissé d'entreposage. L'état d'avancement du système de récépissé d'entreposage permet d'affirmer sans hésitation qu'il est totalement opérationnel. En effet, à ce jour, il dispose de plusieurs acteurs déjà agréés, d'une plateforme électronique totalement opérationnelle réalisée dans la technologie web. Des acquis qui renforcent l'optimisme du ministre de l'Agriculture et du Développement rural quant au démarrage dans les prochains jours des opérations de cette bourse des matières premières agricoles. C'est un instrument, je dirais un outil qui est mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour valoriser les produits agricoles. Le producteur qui voit souvent ses produits pourrir sans moyen de les évacuer sur le marché, s'en trouvera heureux parce qu'il sait que désormais, il y a un outil qui sait où se trouve le produit et à quel niveau on peut assurer sa commercialisation. 3 spéculations ont été retenues pour le démarrage des opérations de la bourse des matières premières agricoles. Il s'agit de la noix de cola, la noix de cajou et le maïs. Et on reste dans le domaine agricole avec cette signature de convention entre la filière Anacarde, le GEPA ou encore le groupement des exportateurs professionnels de produits agricoles de Côte d'Ivoire et une société vietnamienne. Les 3 entités viennent de signer une convention vente et achat qui porte sur la vente de 150 000 tonnes d'Anacarde au groupe vietnamien. Les explications de Noël Niagno. Le groupement d'intérêt économique GEPA, groupement des exportateurs professionnels de produits agricoles, et l'entreprise vietnamienne TNT ont signé, sous le parrainage du Conseil Cotonou Anacarde, une convention. Elle porte sur la vente et l'achat de 150 000 tonnes de cajou brut. Une action singulière saluée à sa juste valeur. La signature d'un contrat de vente-achat de 150 000 tonnes de noix brutes de cajou
entre donc, le groupement d'intérêt économique et le groupe TNT, qui est un grand groupe vietnamien. Pour nous, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment exceptionnel. Avoir ce type de partenariat est extrêmement important pour la filière. Une filière qui a souffert des mesures liées à la survenue de la pandémie parce que la production nationale est exportée à hauteur de plus de 80%. Voilà pourquoi la responsable de l'entreprise signataire de la Convention rassure sur la suite de la collaboration avec la crise sanitaire. Je pense que c'est la collaboration des deux parties de grande échelle, c'est-à-dire une vendeur de grande échelle et collaborer avec un acheteur de grande échelle. Toutes les conditions de marchandises, d'entreposage, de personnel, de logistique sont prêtes. Et donc, je pense que maintenant, c'est très favorable. Et donc, vraiment, c'est un point fort pour que ce partenariat stratégique et durable et gagnant-gagnant aussi. Si le prix Bourchamp est maintenu, malgré tout, l'impact à l'international est notable. Quand nous disons que la matrice, la filière perd $500 la tonne, il s'agit effectivement des acteurs. Les acteurs, c'est surtout donc, le maillon des acheteurs, des exportateurs. Le prix Bourchamp, nous veillons à ce qu'il soit stabilisé à 400 francs. Notons que 738 000 tonnes de noix de cajou brutes sont commercialisées à ce jour, contre 634 000 tonnes sur la même période en 2019. On s'intéresse maintenant aux affaires militaires. Voici maintenant un bon moment que la première école de guerre des forces armées de Côte d'Ivoire est fonctionnelle. Il y a près d'un an à Zambakro, le ministre de la Défense procédait à l'ouverture officielle du premier cours d'études supérieures de défense, une école d'excellence et de stratégie qui forme des cadres militaires afin qu'ils soient capables d'apporter des solutions à la problématique du terrorisme et des menaces. Les 14 premiers officiers supérieurs stagiaires de l'établissement viennent de recevoir les insignes de leur brevet et leur parchemin de fin de formation. Envoyé spécial à Zambakro, à Boussanogo. Ces 14 officiers supérieurs stagiaires sont les tout premiers brevetés du cours d'études supérieures de défense. Ils sont la première promotion de l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu les insignes de leur brevet et les parchemins marquant la fin de leur formation. Ces officiers doivent consolider les 3 acquis majeurs de leur formation, à savoir l'acquisition d'un socle de connaissance des opérations, avec l'exigence d'interopérabilité croissante des nombreux acteurs nationaux et internationaux. Ensuite, les perspectives de développement de partenariats de défense dans une approche globale des problématiques contemporaines. Enfin, la recherche de l'efficience dans la décision et dans l'action. Les forces armées de Côte d'Ivoire réussissent ainsi le pari de tenir le cours d'études supérieures de défense en Côte d'Ivoire. L'ouverture de ce cours marque pour nous la concrétisation de la volonté de modernisation de notre outil de défense. Le cours d'études supérieures de défense devrait donc bénéficier d'investissements plus importants à moyen terme. Il s'agira de donner à cette structure d'enseignement militaire supérieur un caractère véritablement international avec le corollaire d'aménagement nécessaire à son rayonnement. Plus spécifiquement, la mise en œuvre d'un partenariat académique avec une structure universitaire nationale au fin de l'ouverture d'une filière de Master 2 en stratégie et défense. La veille, les stagiaires du premier cours d'études supérieures de défense avaient pris part à un séminaire sur l'appropriation des enjeux liés au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire a bénéficié de l'éclairage des chefs d'état-major généraux adjoints du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Quant à l'école de guerre qui vient de former 14 stagiaires, dont 2 Béninois et un Camerounais, entend s'ouvrir davantage sur l'extérieur. La maladie à coronavirus est une réalité. La pandémie a déjà fait une centaine de morts en Côte d'Ivoire. On en parle juste après. Et enfin maintenant le point de la situation de la Covid-19. Au 1er août 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 62 nouveaux cas de Covid-19 sur 898 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 322 guéris et 0 décès. À la date donc du 1er août, la Côte d'Ivoire compte 16 109 cas confirmés, dont 11 750 personnes guéries, 102 décès et 4 257 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 101 583.
Et pour mieux lutter contre la maladie à coronavirus, rien de tel qu'une bonne coopération nord-sud. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement vient d'offrir des équipements informatiques et des kits sanitaires au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Autre objectif de ce don, améliorer la qualification et l'employabilité des artisans dans les domaines sanitaires. Didier Nguessan. 12 dispositifs de lavage des mains, 30 ordinateurs portables, 35 tablettes, 240 flacons de savon liquide et 1000 masques. Voici entre autres le contenu du don offert par la République fédérale d'Allemagne à la Côte d'Ivoire via le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour un coût global de plus de 30 millions de francs CFA. Ces équipements permettront certainement aux apprenants des centres de formation professionnelle bénéficiaires de continuer leur apprentissage en toute sécurité sanitaire. Les établissements bénéficiaires sont le Centre de perfectionnement au métier du bâtiment de Koumassi, le Collège d'enseignement technique de Boaké, le Centre Mohamed VI de Yopougon et l'IPNET de Cocody. La réouverture des structures de formation s'est opérée dans le strict respect des mesures et gestes barrières dans sa lutte contre la propagation de la pandémie. Le gouvernement ivoirien a bénéficié de l'appui des partenaires du système éducation-formation et des pays amis qui lui ont permis de répondre en partie aux besoins en matériel et produits sanitaires. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. 92 millions de francs CFA, c'est le coût global d'un don offert par l'église adventiste du 7e jour au CHR d'Aboisseau. Un don en équipements médicaux remis en présence du chef de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vendredi à Aboisseau. On retrouve encore une fois Didier Nguessan. Des lits d'hospitalisation, des blouses et autres équipements médicaux d'une valeur de 92 millions de francs CFA offerts au centre hospitalier régional d'Aboisseau. Le donateur est l'église adventiste du 7e jour à travers son agence d'aide et de développement, ADRA. Nous sommes venus à Aboisseau parce que nous savons qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de notre attention. À travers la mission que l'église a donnée à ADRA, nous sommes obligés, nous avons une mission sacrée d'être partout dans l'action humanitaire, dans les urgences. L'ADRA et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique signent une convention en vue d'améliorer la prise en charge des malades. Ce don vient renforcer nos capacités de réaction, nos capacités de prise en charge de ces patients. Je voudrais alors leur dire merci. Merci d'avoir ajouté leur pierre à la construction de cet édifice confié au ministère de la Santé et la prise en charge des patients. Fondée en 1956 sous l'appellation de Secours adventiste, l'ADRA œuvre pour le bien-être des populations les plus vulnérables. On ouvre à présent la page politique de ce journal. Il a été désigné pour porter l'étendard du Front populaire ivoirien pour la présidentielle d'octobre prochain. Ce samedi, au Palais de la Culture de Trècheville, Pascal Affi Nguessan a fait l'unanimité lors du 5e congrès extraordinaire éclaté du FPI qu'il a désigné au terme des travaux. On regarde ensemble ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Avec la désignation de son candidat à 3 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le Front populaire ivoirien se met en ordre de bataille pour s'assurer la victoire. Pour la première vice-présidente du parti, ce sont plus de 13 000 congressistes qui ont pris part ce samedi à ce congrès extraordinaire éclaté. Le candidat du Front populaire ivoirien sera sans aucun doute l'homme politique dont la Côte d'Ivoire a besoin pour assurer la renaissance de notre pays. Selon le comité de contrôle en charge de la réception des dossiers de candidature, l'assise décisionnelle de cette journée garantit la transparence du choix de Affi Nguessan. L'analyse approfondie a permis au comité de contrôle de juger le dossier de candidature du camarade Affi Nguessan Pascal recevable.
Tour à tour au pupitre, les motions de soutien s'enchaînent. La direction du parti procède à la remise d'un chèque de 50 millions de francs CFA correspondant à la caution du candidat. Pour Pascal Afine-Guessant, l'heure est à l'engagement pour une victoire totale. Depuis plus de 30 ans, je suis dans l'action politique afin que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit une nation fraternelle, un État moderne, démocratique et prospère. J'ai l'expérience nécessaire pour servir la Côte d'Ivoire. J'ai les capacités requises. J'ai la volonté pleine et entière de relever avec mes compatriotes les défis actuels de notre histoire et d'incarner la renaissance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un homme de paix et de réconciliation. Pascal Afine-Guessant entend fonder une nation ouverte sur le monde dont la prospérité sera durable. Et toujours au chapitre de la présidentielle d'octobre prochain, débuté le 31 juillet dernier, le premier congrès ordinaire de l'Union républicaine pour la démocratie URD a pris fin aujourd'hui samedi. Kissi Daniel Boni-Claverie a été réélue présidente par les congressistes pour un mandat de 5 ans. Dans la foulée de son plébiscite, ses partisans l'ont appelée à se porter candidate à l'élection présidentielle d'octobre prochain, chose que la présidente de l'URD a acceptée en prenant l'engagement de se battre. Et je cite: je ne saurais me dérober face à ce nouveau combat difficile. Vous pouvez compter sur moi, vous me propulsez dans la cour des grands où j'apparais comme un petit poussé, a-t-elle déclaré. Du sport, du football, candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Didier Drogba a déposé ce samedi son dossier de candidature à la Maison de Verre de Trècheville. On en parle avec Arsène Kwasi et Jean-Sylvain Ressot. Ferveur populaire ce samedi au siège de la Fédération ivoirienne de football à l'avenue 1 à Trècheville. De nombreux partisans de Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIF, sont présents. Comme les autres prétendants, l'ancien capitaine de l'équipe nationale doit se soumettre aux formalités d'usage. Il est reçu par le secrétaire général de la commission électorale à qui il remet officiellement son dossier de candidature. Avec mon équipe, nous nous engageons pour contribuer à la renaissance du football ivoirien. Il est très important pour moi de rendre au peuple, de rendre au football ivoirien tout ce qu'il m'a donné. Je suis de retour et déterminé à contribuer, à apporter ma pierre à l'édifice du renouveau, du développement du football en Côte d'Ivoire. C'est ensemble qu'on va y arriver. Je suis là pour me mettre au service de notre football. La candidature de Didier Drogba est la 4e réceptionnée par la commission électorale après celle de Kwadjo Kofi Paul, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Et du sport à la culture, il n'y a qu'un pas. La Chine et la Côte d'Ivoire entendent continuer de renforcer leur coopération, et ce par des actes concrets, ce qui signifie, sinon ce qui justifie cette rencontre au ministère de la Culture entre la ministre Raymond Boudou Kofi et le diplomate chinois en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Huan Li. On fait le point de la rencontre avec Sidonie Davila. Renforcer la coopération sino-ivoirienne en cette période de pandémie, une nécessité pour les deux États. À la rencontre entre le ministère de la Culture et la diplomatie chinoise, les deux entités ont manifesté leur volonté d'y travailler. Entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous avons une bonne coopération dans le domaine de la culture. Et je viens aujourd'hui ici pour discuter avec Madame la ministre pour renforcer la coopération dans ce domaine. Il s'agit de la participation de la Côte d'Ivoire aux différents festivals, en particulier le Festival de Shanghai. Dans le cadre du cinéma, la Côte d'Ivoire, de plus en plus, devient un pays producteur de films. Des accords ont déjà été signés. Il s'agissait pour moi aujourd'hui, une nouvelle arrivée au ministère de la Culture, de faire en sorte que ce qui a déjà été signé, qu'on voit un début de mise en œuvre. L'ambassadeur lui-même nous a rappelé que le centre culturel chinois
doit être donc construit en Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, a reçu de son hôte un lot de matériel composé de thermoflash, de cache-nez et bien d'autres produits. Tel un appui à la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Culture toujours, ils ont prêté serment devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Les 37 agents percepteurs du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida s'engagent à user de leur pouvoir afin de lutter contre la reproduction illicite des œuvres de l'esprit. Ils s'engagent également à faire respecter les règles sur le droit d'auteur et des droits voisins. Jean-Marc Djadji. 37 agents et cadres du bureau du droit d'auteur Burida prêtent serment devant le juge du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ces agents percepteurs ont désormais pour mission de saisir, constater l'exploitation illicite d'œuvres de l'esprit et d'établir des procès-verbaux à l'exemple des commissaires de justice. Ils s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'éthique et la déontologie. Ça fait près de 10 ans que nous demandons la sermentation à nos différents responsables. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça va au contraire nous alléger parce que notre travail va aller encore beaucoup plus rapidement au lieu d'avoir recours constamment aux forces de l'ordre. Nous voulons changer, transformer l'image que l'opinion s'est faite du percepteur du Burida. Désormais, ce percepteur-là sera revêtu donc d'un manteau un peu plus légal dans l'accomplissement de sa mission. Et cette assermentation pour lui-même est également une obligation à laquelle il ne pourra pas se soustraire dans l'appréciation objective de certains faits. La sermentation des agents a pour enjeu de renforcer leurs capacités opérationnelles et d'augmenter les recettes de l'institution. Il s'inscrit dans le plan d'action stratégique de développement du bureau ivoirien du droit d'auteur. Et dans l'actualité hors de chez nous, le Bénin a célébré ce samedi le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance sans les traditionnelles festivités. Le défilé des forces de sécurité et de défense a notamment été annulé, une première dans le pays qui enregistre 1770 cas de Covid-19 et 35 décès selon les derniers chiffres. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 6h30 pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne RTI 1. Bonsoir.